Bonjour les amis, alors aujourd'hui nous sommes le dimanche 22 mars, c'est-à-dire que c'est le 6e jour de confinement. Donc ben voilà, comme vous avez été quelques-uns à me demander une suite qui va tous, autant moi que vous, nous occuper pendant quelques jours, et ben on va continuer en état des lieux, un tour de jardin. On va aller à la rencontre des différentes espèces de plantes sauvages dont parfois on ne connaît pas du tout le nom ni l'histoire. Donc, sur la vidéo précédente, je m'étais arrêtée précisément sur le nombril de Vénus, donc sur un tout petit spécimen en train de naître. Donc voilà un exemple, un spécimen de nombril de Vénus, on va dire à peu près arrivé à la moitié de son cycle. Donc lui, en fait, comme la plupart des plantes dont on va parler dans ces vidéos, ce sont des plantes annuelles qui vont faire une apparition à un moment de l'année, accomplir leur cycle, puis disparaître. Donc celle-ci est apparue à peu près au mois de décembre-janvier. Là nous sommes à la moitié du cycle et on peut voir, donc je vais faire un gros plan, le début de sa hampe florale. Voilà. Donc cette plante en fait est magnifique. Personnellement, ça me procure, quand je la regarde, un grand plaisir esthétique. Et comme je suis peintre, j'ai souvent travaillé sur sa représentation. Alors en fait, depuis que je suis toute petite, je suis fascinée par cette plante. Et donc, dans mon métier de peintre, voilà, je l'ai souvent représentée. Ça, c'est une des représentations. Donc là, c'est dans le cadre d'une série sur les chimères végétales. Cette plante, la famille des Crassulacées, c'est une plante grasse. Donc, on va couper une feuille. Voilà, par exemple, prendre une feuille. Voilà, donc... déjà, donc le nombril de Vénus, qu'on appelle aussi l'ombilique. Elle est assez épaisse, elle se casse très facilement, la claque comme la tige. Et ensuite, on peut la déchirer, elle se casse très facilement, crac. Voilà. Donc c'est une plante comestible. On va pouvoir la manger. Alors bien sûr, quand on a un petit jardin un peu étroit, on va éviter de manger des plantes, surtout quand on a des animaux domestiques, des chiens ou des chats. À moins bien sûr de les faire cuire, mais encore, c'est pas tellement conseillé. Donc le but de cette vidéo, c'est surtout apprendre à les connaître, à les reconnaître. Qu'est-ce que je pourrais dire encore sur l'ombilique? Oui, donc c'est une plante qui va aimer les endroits humides, les bas de mur. Elle se contente de très peu de nourriture. Donc là, en l'occurrence, au bas du mur, on a seulement des petits agrégats là, de feuilles décomposées, une très vague terre. Mais en fait, elle pousse, elle sort du mur là. Et tous les ans, elle va sortir au même endroit. Donc là, d'ici 2-3 mois, dès qu'il va faire une grande sécheresse, elle sera plus là. Et l'année prochaine, elle va ressortir au même endroit. Encore un petit moment, un petit instant avec mes amis les nombrils de Vénus. Donc là, c'est un petit recoin humide derrière la maison. Elle se plaît, en fait. Il y a beaucoup d'humidité. Elle est au nord. Hein, et voilà, elle est tout à fait à son aise. Voilà un spécimen avec des feuilles vraiment très rondes. Ce côté calice, hein, on le perçoit bien là. Voilà, bon allez, on va s'arrêter avec celle-ci, on va aller voir une autre plante. Au-delà du côté pédagogique, je propose aussi, en fait, dans ce tour de jardin, une petite promenade poétique. Alors là, par exemple, nous sommes aux côtés d'une plante qui porte de très jolis noms, tantôt ces noms populaires. Donc voici la dame d'11 qu'on appelle aussi étoile de Bethléem. Donc on comprend bien que un nom comme ça est vraiment collé à la personnalité de la plante. Alors cette plante n'est pas une plante comestible. Il faut faire quand même très attention dans la nature.
En plus, nous sommes dans un monde où on a quand même développé un goût pour la décoration dans la gastronomie. On décore beaucoup de plats avec des fleurs, donc en l'occurrence, cette fleur-là ne peut pas être utilisée en cuisine. Donc la dame d'Onzeur, donc étoile de Bethléem aussi, de son nom scientifique ornithogale, en réalité n'avait pas une grande renommée, même d'un point de vue médicinal. Ah, une petite abeille est venue se poser au centre de notre étoile de Bethléem. Donc elle doit sa renommée actuelle au fait qu'elle est l'une des fleurs de Bach. Voilà, Star of Bethlehem, une des fleurs développées dans les théories du docteur Bach. Alors là, c'est le coin de mon jardin où je cultive quelques médicinales. Donc voilà ma sauge officinale qui est en fleurs. Il a commencé à fleurir depuis à peu près une semaine. Donc ça, c'est pas du tout une plante sauvage, bien sûr, c'est moi qui l'ai plantée. Je vais pas tarder à la récolter parce que comme la plupart des plantes aromatiques médicinales, on récolte les fleurs, donc les extrémités, voilà, la hampe florale et les premières feuilles là, voilà. Donc voilà, quand je vais la récolter, je vais récolter une partie comme ça, à peu près. Je vais pas tarder, de toute façon, ce genre de plantes, il vaut mieux enlever les hampes florales avant qu'elles soient sèches parce que de toute façon, elles vont fatiguer la plante. Alors, pourquoi je vous montre ça? Donc, c'est sûr que c'est pas une sauvage, mais comme au-delà quand même de mon jardin et de mon amour pour la nature, je fais aussi des expériences. Donc, il y a quelques années, j'ai prélevé des graines de sauge des prés, la sauge des prés. Donc, dans notre région, là, dans le sud de la France, on a une sauge sauvage que j'ai plantée, donc j'ai semé et c'est sorti. Et chaque année, elle se ressème et elle ressort. Et donc, voilà, en parallèle, voilà ma sauge des prés qui a donc une provenance sauvage. Hein, j'ai ramassé ça dans la nature. Alors, on en a beaucoup dans notre coin, là. La feuille est assez différente. Voilà. La feuille est beaucoup plus découpée, beaucoup plus grande que la sauge officinale. Alors, quelque chose qui va vraiment différencier ces deux plantes. Bon, donc déjà, au niveau de la fleur, on retrouve des similitudes. Hein. C'est pas tout à fait la même hampe florale, mais on a des similitudes. Mais ce qui va faire la différence marquée, c'est que la feuille de la sauge des prés n'a aucune odeur. Voilà. Donc on ne va pas du tout récolter la feuille de la sauge des prés pour se soigner. On va par contre pouvoir récolter les hampes fleuries. Voilà. Alors voilà une plante assez remarquable à tout point de vue. Déjà c'est pas moi qui l'ai semée, elle est arrivée toute seule. Donc comme beaucoup de plantes sauvages, je pense qu'elle est transportée par les oiseaux. Voilà, une déjection d'oiseaux et hop, on sème une graine. Donc elle est arrivée il y a quelques années, c'est la bête maritime. C'est-à-dire, d'une certaine manière, l'équivalent de notre blette cultivée. D'autant que dans le jardin, quand on la laisse prospérer, tous les ans, elle repousse et tous les ans, donc au même endroit, et tous les ans, elle est un peu plus grosse. Et en fait, on peut tout à fait la récolter sans forcément se débarrasser de la plante. Et vraiment, vous voyez, pour avoir une idée de l'échelle, ça c'est une des plus grandes feuilles. Vous voyez, à l'échelle de ma main, hein, c'est quand même assez remarquable. Hein. On a presque les dimensions d'une feuille de blette du commerce. Donc en réalité, le mot blette, on appelle souvent ça la blette dans le commerce, c'est plutôt une déformation. Le nom d'origine de la plante, aussi bien sauvage que cultivée, c'est la bête. D'où
d'où est découlé le mot betterave, parce que la betterave, en fait, est un plant de bête sauvage, donc qui a été transformé par l'homme pour arriver au résultat qu'on connaît, donc la fabrication de la betterave, de la racine. Donc à l'origine, il s'agit de la même plante. Voilà, donc avec la bête sauvage que je ne vais pas tarder à récolter, on peut se faire un plat de blettes comme au même titre que si on l'achetait dans le commerce. Donc c'est quand même, ça c'est super intéressant et très rentable. Voilà, donc j'ai quelques très gros spécimens dans le jardin. Je les laisse faire. Selon les années, elles sont plus ou moins belles, mais cette année, vraiment là, c'est bien, c'est bien. Alors cette fois, on revient à une plante d'une taille un peu plus modeste quand même. Hein. Passer de notre blette gigantesque à la magnifique petite cressonnette. Donc comme je disais, la cressonnette est une plante comestible qui fait partie des salades sauvages, donc vraiment les salades sauvages les plus reconnues par les amateurs. Et c'est une plante là vraiment qu'on va pouvoir trouver dans les petits jardiniers de village, qui va aimer pousser entre les carrelages un peu déjointés, les pots de fleurs, les bacs à fleurs. Donc ça c'est vraiment une plante qu'on a de façon très courante dans nos jardins. Voilà, donc là j'essaye un gros plan pour essayer de voir un peu mieux le détail de la feuille. Donc ce sont des feuilles extrêmement découpées, des feuilles en fait munies de petites folioles rondes comme ça. Donc c'est une plante très jolie, très gracieuse. Voilà, elle a des toutes petites fleurs blanches. Je sais pas où je suis. Voilà. Bon ben oui, voilà, une toute petite fleur blanche. Donc la famille des brassicacées. Ce sont souvent des fleurs à 4 pétales. Donc là aussi on a des goûts un peu piquants. Un goût un petit peu piquant, un goût de chou, de radis. Voilà pour la cressonnette. Encore un gros plan sur les feuilles là. Hop, voilà, c'est bien de partir à la découverte de ce monde végétal miniature. Allez, pour conclure cet après-midi d'exploration du jardin, on va faire un tour du côté de plantes assez petites et assez communes aussi dans nos jardins là. Donc en fait je pense que j'en ai au moins 3 variétés dans mon jardin. Voilà un géranium sauvage. Donc ce sont des plantes assez petites avec des fleurs également assez petites, mais quand on commence à regarder de près, on voit à quel point c'est joli. Alors j'ai un peu de mal à faire des mises au point sur les toutes petites fleurs, mais bon, voilà, un aperçu. Donc celui-ci, je pense que c'est le géranium à feuilles rondes, rotondifolia, ou le géranium à feuilles molles, un des deux. Mais je crois que c'est le géranium à feuilles rondes. Voilà, donc nos petits géraniums sauvages, qui ne sont pas comestibles, bien entendu. Alors certains d'entre eux, par exemple celui-ci, je crois que c'est le cas, quand on froisse, on prend une feuille, qui sont un peu poilues, des feuilles un peu poilues, on froisse la feuille là, et en fait, non, ça marche pas. Je pensais que ça aurait une odeur de géranium. Je sais qu'il y en a un très voisin, très proche, mais bon, je suis pas une spécialiste des géraniums, qui dégage quand même d'une certaine façon une odeur de géranium. Donc voilà, les petits géraniums des jardins. Donc là, dans ce coin-là, il y a celui-là. Un peu plus loin, je sais que j'en ai un autre, un petit peu différent. On va aller voir. Oui, donc voilà, un autre géranium. Alors là, j'adore ce feuillage, la feuille très découpée. C'est vraiment une jolie plante. Tous les géraniums sont des jolies plantes. Alors évidemment, discrètes, gracieuses. On ne va pas avoir des feuilles, des fleurs très grosses. Donc celui-ci, c'est le... Je pense que c'est le géranium dissectum, c'est-à-dire le géranium à feuilles découpées. Alors, ce spécimen-là, en l'occurrence, n'est pas fleuri, mais si je vais par là, voilà, là j'ai une fleur. Donc là, c'est pareil, on a une jolie fleur. Hop, voilà,
une jolie fleur d'un rose assez soutenu, hein. Petite fleur très très discrète. Voilà, très mignonne. On va essayer de prendre un gros plan. Voilà, voilà la feuille du géranium à feuilles découpées. Voilà, donc on peut préserver ça au jardin. Ce sont des plantes qui prendront jamais de grandes proportions. Jamais elles deviendront envahissantes. Et de toute façon, c'est aussi des plantes annuelles, ce qui veut dire que dans un mois ou deux, elles auront complètement disparu. Allez, et pour finir, voilà le troisième géranium du jardin. Je trouve quand même que c'est pas mal, hein, pour un jardin, posséder 3 plantes différentes dans la même espèce. Donc, alors celui-là, il est remarquable. Donc déjà, il aime beaucoup les coins humides. Là, je suis retournée à l'arrière de la maison, dans un coin bien humide, au nord, qui voit guère de soleil. Et là, il est heureux comme un pape. Donc, il est très joli, hein, les jolies petites fleurs roses toujours. Donc, on retrouve quand même une similitude. Lui, on le distingue des autres déjà à la découpe des feuilles très découpées. Les tiges rougeâtres, alors là, voilà, hein. Et puis alors, un truc pour le reconnaître sans aucun doute, c'est-à-dire que on prend une tige, une feuille, on froisse, voilà, et on sent. Et lui, en fait, il a une odeur terrible, une odeur qui ressemble à rien d'autre qu'au géranium Robert. Voilà, une odeur très puissante. Géranium Robert. Voilà. Je vais essayer de faire un gros plan sur ces merveilleuses petites fleurs là. Ah, super. Il m'a fait une mise au point. Et ben voilà. Je pense que ça sera l'image de la fin. Et merci à mon jardin pour toutes ces beautés. Je vous dis à bientôt, parce que je pense qu'on va repartir pour une 3e vidéo. Donc portez-vous bien les amis, et à bientôt.